Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel audio cours. On va attaquer la partie 2. Je y reviens dans un instant. Une petite parenthèse d'abord. On doit peut-être réouvrir le lycée donc mardi. Dans quelles conditions y a un protocole qui a été mis en place. Normalement, vos parents sont informés. Donc vous aussi, vous avez pu lire le protocole. Et vous savez que les élèves de seconde, comme les autres, devront donc manger à l'intérieur de leur salle après la reprise. Pour des questions de avec quel professeur vous allez vous retrouver, tout ça, je peux pas vous dire la totalité. Je sais pas. Ce que je sais, moi, c'est que nous, s'il y a reprise, pourquoi je mets ainsi ? Parce que pour l'instant le président de la région campe sur ses positions qui est je n'ouvrirai pas les lycées de Normandie. Voilà. D'ici là, on peut changer de position, donc on va rester dans le conditionnel et si réouverture il y a, le jeudi vous serez le matin avec moi. Pour l'instant vous êtes 3 à devoir revenir, vous étiez 3 d'après le sondage il y a maintenant 2 semaines à peu près, je pense. Le conseil de classe est passé. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler, c'est sûr. Comment ? Je sais pas encore, puisque certains veulent continuer à travailler mais sont chez eux. Donc moi je vais pas faire le cours en même temps à vous et en même temps à distance, parce qu'il faut continuer à travailler en histoire, géographie, sciences politiques avec les autres groupes et avec mes premières technos. À distance, puisque je les verrai pas en classe, ils seront avec d'autres enseignants, donc c'est un peu compliqué d'organiser les deux, donc je sais pas trop comment faire. Voilà, l'idée ça serait ceux qui viennent on fait de la méthodologie, et puis ceux qui viennent auront en plus du travail à faire pour suivre les cours et la continuité du programme chez eux. Les inspecteurs nous ont dit que c'était pas obligatoire de continuer les programmes. Mais en histoire, c'est quand même un petit peu compliqué de suivre le programme de première sans avoir fini celui de seconde, notamment pour ceux qui prendront la spécialité d'histoire, géographie, sciences politiques. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, on en a fini la dernière fois avec la première de nos parties, ce qui nous conduit maintenant à attaquer la partie 2, qui a un titre évidemment, partie 2. Le modèle britannique et son influence. Donc, il y a ici quelque chose qui, dans le programme, me gêne un petit peu, du moins dans la façon dont c'est rédigé. C'est-à-dire qu'on a une approche très téléologique. Ça veut dire quoi ? Ça sous-entendrait que tout ce qui va se passer est lié à ce qui s'est passé en Angleterre. Bon, c'est pour moi un regard un petit peu critiquable d'un point de vue d'une approche en sciences humaines et sociales. Pourquoi ? Parce que concrètement, les objectifs de cette partie, c'est de montrer comment l'ébauche d'un gouvernement représentatif ainsi que la définition de grands principes et de droits fondamentaux inspire les philosophes au cours du XVIIIe siècle et aboutit à la fondation d'un nouveau régime politique doté d'une constitution écrite avec la naissance des États-Unis d'Amérique. Bon, on est un petit peu dans une vision de l'histoire où les choses devaient se passer comme cela partout ailleurs, presque parce qu'elles se sont produites comme cela d'une certaine façon en Angleterre. Bon, il n'y a pas que, j'exagère peut-être un petit peu le trait dans mon interprétation des propositions du programme, mais bon, l'histoire aurait pu se faire différemment, ça aurait pu se passer comme ça dans les îles britanniques et pas du tout comme ça ailleurs. Or là, on a un peu l'impression que c'est ce qui se passe en Angleterre qui va mettre en route une machine, une chaîne causale pour laquelle tous les éléments sont linéaires, alors que dans la réalité sociale, elles sont toutes en système les unes avec les autres. La monarchie absolue française inspire les souverains britanniques qui justement rêvent de ce modèle de société par rapport à leur système qu'ils trouvent contraignant. Donc les rapports de force, ils ne sont pas à lire que dans un seul sens. Bon. Il y aura 4 parties, un grand A, un grand B, un grand C et un grand D, et en toute logique, puisqu'on parle du modèle britannique, il va falloir voir ce qui se passe
au Royaume-Uni. Alors, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Royaume-Uni, mais qui n'existe pas encore tel quel, et c'est là un premier écueil duquel il faut se protéger, c'est-à-dire que là, on va parler de l'Angleterre, donc l'Angleterre, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est l'une des parties de ce qu'on appelle la Grande-Bretagne, qui contient l'Écosse et le Pays de Galles. Et quand on parle des îles britanniques, il faut rajouter à la Grande-Bretagne l'Irlande. Voilà. Donc, géographiquement et par rapport au royaume de l'époque, il faut bien garder à l'idée cette première distinction. Bon, on attaque avec le grand A. La Révolution anglaise, productrice d'un autre modèle politique. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau modèle politique qui va émerger d'Angleterre. Revenons en arrière. Revenons au XIIIe siècle. En fait, depuis le XIIIe siècle, et ça c'est les premières choses qu'on note, les rois anglais, ils doivent composer avec un parlement qui est composé de 2 chambres, j'y reviendrai. Alors, ça c'est pas la peine de l'écrire, mais c'est lié à la Grande Charte. Enfin, il y a eu plusieurs grandes chartes, mais la Grande Charte Magna Carta qui date de 1215, et ces chambres, le roi il doit les consulter, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lever par exemple les impôts sans l'accord du Parlement. Et ça va être un point important, on y reviendra par la suite. Pas la peine de le noter tout de suite. Par contre, qu'est-ce qui mérite d'être noté, c'est qu'à partir, ou du moins au milieu du XVIIe siècle, l'Angleterre, elle compte près de 5 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'elle est à l'époque beaucoup moins peuplée que le Royaume de France. Le Royaume de France, c'est près de 22 millions d'habitants à l'époque, donc on est sur un quart de la population française à peu près pour l'Angleterre au milieu du XVIIe siècle. Et cette Angleterre va prendre le contrôle de l'Irlande et de l'Écosse. Notre problématique, qu'est-ce qu'on se demande? On se demande quel modèle nouveau d'État va naître des révolutions anglaises. Voilà, donc problématique assez simple, rudimentaire, nous dirons d'une certaine façon, et qui va directement dans le but annoncé par notre grand A. On va diviser notre présentation en 3 parties. Petit 1, on l'attaque maintenant. Petit 1, une tentative absolutiste contrecarrée. Donc contrecarrée qui ne va pas arriver à ses objectifs. On peut commencer par noter quoi? On peut commencer par noter que le roi, il est au centre du système. Le roi, il est au centre du système parce qu'il est le chef de l'État. Il est aussi le chef de l'Église anglicane. Bon, ça c'est depuis Henri VIII et sa conversion au protestantisme, un protestantisme qu'on va lier au système du clergé qui se fait pour le culte protestant officiel, entre guillemets, là où normalement il n'y a pas de culte protestant officiel, on y reviendra, ça va être justement un des points de tension et de crispation en Angleterre. Donc le roi il est au centre du système en tant que chef de l'État, chef de l'église anglicane, et puis la troisième chose qu'on ajoute, c'est qu'il est aussi le chef de guerre, il est le chef des armées. Bon, pas besoin de le noter, mais il y a quand même des petites spécificités dans la royauté anglaise. L'une des spécificités importantes, c'est que les reines peuvent elles aussi régner. C'est-à-dire que c'est pas que les hommes qui sont appelés à la couronne. Les femmes peuvent aussi régner. Ça va être le cas, par exemple, pour Marie Ière ou Élisabeth Ière, des filles de Henri VIII. Alors, Henri VIII, Marie, Élisabeth sont de la dynastie des Tudors. T-U-D-O-R-S. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Le roi, s'il est au centre du système, le roi, il doit gouverner avec le Parlement. Voilà, ça il faut l'écrire parce que c'est un fait. Le roi, il doit gouverner avec le gouvernement. On reviendra sur l'organisation du Parlement dans la troisième partie. Il se passe quelque chose à partir du XVIIe siècle parce que c'est l'arrivée au pouvoir des Stuarts. La dynastie des Tudors va laisser la place à la dynastie des Stuarts. Alors là, il faut que j'explique un petit peu. Alors, une petite image. La petite image, c'est la diapositive numéro 1
qui est une représentation du premier des Stuarts qui accède à la couronne britannique. C'est Jacques Ier. Mais en fait, Jacques Ier, c'est pas vraiment Jacques Ier. Et là, il faut que j'explique un petit peu des choses que vous n'allez pas noter, mais qui est important d'avoir entendu. Donc les Stuarts étaient au pouvoir et Élisabeth décède en 1603. Or, son plus proche héritier, c'est Jacques Stuart. Jacques Stuart, c'est le roi d'Écosse. Et il est roi d'Écosse en tant que Jacques VI. Et Jacques VI, Jacques Stuart, c'est un descendant du mariage de la fille de Henri, d'une des filles de Henri VII, donc une Tudor, avec Jacques IV, qui était le roi d'Écosse à ce moment-là. Donc, on a un nouveau roi. Ce nouveau roi, ça va être Jacques Ier d'Angleterre, mais qui règne déjà sur le trône d'Écosse en tant que Jacques VI. Donc, il va être à la fois roi d'Écosse et roi d'Angleterre. À noter que c'est un protestant qui va se convertir à l'anglicanisme, à cette forme de protestantisme officiel et d'État propre à la couronne britannique. Or, Jacques Stuart, il a une façon bien à lui de percevoir l'exercice du pouvoir. Rappelez-vous, lui, il vient d'Écosse et il n'a pas exactement la même vision qu'avaient ses prédécesseurs, des Tudors qui régnaient d'une main de fer quand même sur le royaume britannique, même s'il y a les parlements, à l'époque des Tudors, d'une certaine façon, il n'y avait pas de vacances du pouvoir, il y avait vraiment un pouvoir fort qui s'exprimait. Alors, pour comprendre les aspirations de Jacques Ier, il est nécessaire de se plonger dans un texte. Je vous invite à ouvrir vos livres, page 201, pour vous intéresser au document 2. Ce texte, qu'on a dans notre manuel, qu'on va lire maintenant, il est le fruit d'une retranscription d'un discours qu'il aurait tenu à Whitehall en 1610. Et donc là, le roi, il s'adresse aux parlementaires qui sont réunis au palais royal de Whitehall en mars 1610. Les rois sont appelés dieux à juste titre, parce qu'ils exercent sur terre une sorte de pouvoir divin ou qui y ressemble. Ils ont le pouvoir d'élever et d'abaisser de vie et de mort, juges qu'ils sont de tous leurs sujets. Ayant et n'ayant de compte à rendre à personne, si ce n'est à Dieu seul, je ne me satisferai jamais de ce que l'on discute mon pouvoir, mais je serai toujours désireux d'exposer la raison de mes actes. Mais dans le domaine des revendications, je souhaiterais que vous ne vous mêliez pas des principaux objets du gouvernement. C'est là mon ouvrage. S'en mêler serait me diminuer. Je serai à présent roi d'ancienne date. On n'a pas à m'apprendre les devoirs de ma charge. Donc ce discours, il marque une façon de gouverner qui tranche. Comme on a vu déjà plein de choses, vous remarquez ici que, et c'est ce que vous allez noter, c'est que Jacques Ier, finalement, il rêve d'exercer un pouvoir absolu sur le modèle du droit divin. Alors on a une diapositive de Jacques Ier pour ceux qui veulent ajouter de l'image au son, c'est la diapositive numéro 2. Donc, Jacques, il va conduire notamment une répression contre les catholiques. Mais il va pas conduire, ça il faut le noter, mais il va pas noter une répression que contre les catholiques. Il va aussi conduire une répression contre ceux qu'on appelle les Puritans, les puritains en français, une expression qui qualifie les protestants, certains protestants, on va y revenir, qui ont leur conception du protestantisme. Le protestantisme, en réalité, il y en a plusieurs formes, plusieurs communautés. Il y a parfois un côté un peu sectaire dans le protestantisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas contrôlé par l'État. Or, justement, avec l'anglicanisme, il y a cette volonté de contrôler le protestantisme. Alors, les puritains, ceux qui se veulent comme purs, qui sont des calvinistes, eh bien, ils s'opposent au modèle anglican du roi en tant que chef de l'Église. Et pour eux,
pour les puritains, cette conception, elle est trop proche du modèle papiste, c'est-à-dire qu'on est un peu trop dans le clergé organisé avec à sa tête un chef qui serait le pape. Donc, ils vont être persécutés, les puritains. Il y en a de nombreux qui vont préférer s'exiler plutôt que de rester en Angleterre, et ils vont notamment fonder une colonie dans le Massachusetts. Donc là, je vous renvoie à vos cours de civilisation américaine. Donc, comment, et ça il faut le noter, ce que j'ai dit avant, on n'est pas obligé de le noter, mais comment Jacques Ier voit les puritains, il les voit comme des rebelles. Pour lui, ce sont des rebelles à son pouvoir, parce qu'ils s'opposent à son pouvoir et à sa mainmise sur l'Église anglicane. Après Jacques Ier, celui qui va arriver au pouvoir, c'est son frère, Charles Ier. Alors on a la diapositive numéro 3 qui montre un portrait ici de Charles Ier. C'est une peinture de Van Dyck qui date de 1630 et on a ici une représentation du roi qui est mise en scène, qui le représente vraiment comme le chef, le grand leader politique et charismatique. Bon, Charles Ier, lui, va entrer en conflit avec le Parlement, au point où il va renvoyer les députés qui ne sont pas de son avis. C'est-à-dire que les députés qui ne sont pas d'accord avec lui, ils s'en vont. Dans le discours de Jacques Ier et cette volonté de monarchie absolue, on voyait bien qu'il prenait ici à partie déjà les membres du Parlement et qu'il leur disait les décisions elles viennent de moi, vous êtes là juste pour enregistrer d'une certaine façon mes décisions. Pour Charles Ier, c'est la même chose mais avec encore plus de poids. Du coup, les parlementaires, ça les gêne un petit peu et ils ne vont pas manquer de rappeler au roi qu'ils ont une autre conception des choses, en lien notamment avec la pratique, aux coutumes et aux usages qui se font depuis le XIIIe siècle. Le document 4 de la page 200 va illustrer d'une certaine façon tout cela. Donc ce texte, il vient de la Petition of Right, la pétition des droits de 1628. Et en fait, on a quoi? On a le Parlement ici qui va demander un retour à la monarchie limitée. Ils estiment qu'ici, le roi il s'arroge trop de pouvoir. Les lords et les communes réunis en Parlement exposent humblement au roi, notre souverain seigneur, que par les bonnes lois et statuts du royaume, vos sujets ont hérité de ce privilège de n'être point contraints de contribuer à aucune taxe, taille, aide ou autre imposition similaire qui n'ait été établi par consentement collectif en un Parlement, et que, il a été déclaré et promulgué par autorité du Parlement que nul, de quelque état et condition qu'il soit, ne doit être expulsé de sa terre ou de ses domaines, ni appréhendé, ni emprisonné, ni dépossédé, ni mis à mort sans avoir été amené à se justifier par voie de droit, et que votre Majesté daigne également déclarer, pour le futur bien-être et sécurité de votre peuple, que tous ces officiers représentants devront la servir dans les susdites choses conformément aux lois et statuts de ce royaume. Bon, le Parlement, il fait quoi? Le Parlement, il demande un retour à la monarchie limitée. Le Parlement, il demande un retour à la pratique. Et ça plaît pas du tout à Charles Ier. Ça plaît pas du tout à Charles Ier qui va faire arrêter plusieurs de ses chefs, qui justement lui rappelaient qu'il ne pouvait pas arrêter comme ça les gens, que ça se faisait pas. Le roi, il va pas manquer de le faire quand même. Pire que ça, entre guillemets, ou plus loin encore, il va cesser de convoquer le Parlement. C'est-à-dire que jusqu'en 1640, pourquoi? Parce qu'il est engagé dans une guerre, il va avoir besoin d'argent, donc il va être obligé de reconvoquer le Parlement à ce moment-là parce que ça coince un petit peu. Mais sinon, jusqu'en 1640, il va se dispenser de convoquer le Parlement. D'une certaine façon, l'expression est peut-être un peu malheureuse, mais on pourrait écrire que le roi il veut court-circuiter le Parlement. Un Parlement qui doit être consulté pour le vote de tous les nouveaux impôts, ou des impôts qui existent déjà et dont on voudrait changer la valeur. Bon, on l'écrit pas, mais il faut comprendre que les députés, notamment les députés des communes, ce sont les représentants des pouvoirs
locaux. Et les pouvoirs locaux, ils sont très nombreux en Angleterre à l'époque. On peut parler par exemple des shérifs. Les shérifs, ce sont les représentants du roi dans les comtés, et ces shérifs, ils sont assistés par des juges de paix qui, eux, ne sont pas nommés par le roi. Bon, le roi, lui, il veut quoi? Le roi, concrètement, Charles Ier, il veut une augmentation des taxes douanières, et il cherche à assurer le monopole de l'État sur le commerce. Et ça déplaît aux grandes familles commerçantes locales, et notamment aux députés qui sont à la Chambre des communes et qui sont parfois issus de ces grandes familles commerçantes. Quoi d'autre? Eh bien là, on peut noter que le roi, il va aussi engager le royaume dans la guerre. Et cela sans que ça soit couronné de succès. On ne le note pas, mais il y a l'échec devant La Rochelle, par exemple. Rappelez-vous, il y a Richelieu qui veut empêcher les protestants de prendre trop leur aise dans les places fortes, notamment à La Rochelle. Les Rochelais protestants font appel à la couronne britannique pour leur venir en aide, et ça ne marche pas. Charles Ier, c'est aussi celui qui engage le trône d'Angleterre dans la guerre de 30 ans, pareil. Bon, et puis pour couronner le tout, Charles Ier, il va épouser Henriette. Henriette de France. Oui, avec un nom comme ça, on est souvent plus française qu'autre chose. Henriette, c'est la sœur de Louis XIII. Fille du souverain français, eh bien, notre bonne Henriette, entre guillemets, elle est une bonne catholique. Elle n'est pas protestante du tout. Or, on est dans un système anglican, et l'anglicanisme, on a dit, était une forme de protestantisme. Donc, là, il y a déjà des petites tensions au niveau de la société civile. Bon, alors, justement, le roi, il a un projet religieux. Son projet religieux à Charles Ier, c'est d'imposer la liturgie anglicane. Et de l'imposer partout. Rappelez-vous, depuis que les Stuarts sont au pouvoir, et notamment Jacques, le roi d'Angleterre est aussi le roi d'Écosse. Et donc il y a cette volonté d'imposer la liturgie anglicane en Écosse. Une Écosse qui, elle, est protestante et pas anglicane. Et donc ça va déclencher le soulèvement des Écossais. La situation, elle dégénère, et elle dégénère en guerre civile. Pas besoin de le noter, mais cette guerre civile, qui va prendre racine dans les années 40, 1640, en Angleterre, elle va mobiliser de nombreux combattants. On estime qu'il y a à peu près un quart des hommes des îles britanniques, et donc ça inclut la Grande-Bretagne et l'Irlande, qui vont à un moment donné être amenés à se battre. Donc c'est pas une petite guerre civile, c'est une guerre civile qui a une incidence considérable, une mobilisation, on va dire, considérable. Dans cette guerre civile, on a notamment une figure importante qui va émerger. Le document 4 de la page 203 vous permet de le découvrir. Alors, pour ceux qui se demandent, on travaille avec le livre de l'édition Belin du programme de seconde 2019. Donc, on a ici une peinture de Cromwell qui est en armure. C'est qui Cromwell? Ça, c'est ce qu'il va falloir noter. On a un personnage qui rentre dans l'histoire. Ce personnage, c'est Oliver Cromwell. On l'appelle souvent Olivier Cromwell aussi. C-R-O-M-W-E-2-N. Donc Oliver ou Olivier, ça passe. Oliver, c'est l'olivier britannique, bien que les oliviers poussent moins bien de l'autre côté de la Manche, surtout à l'époque. Bon, Oliver Cromwell, c'est un parlementaire. Un parlementaire qui avait levé une armée et qui va devenir le leader des forces parlementaires contre les partisans du roi. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais déjà là, je vous imagine en train de transpirer un petit peu. En fait, les forces parlementaires, on va les appeler les têtes rondes.
Et les partisans du roi, on va les appeler les cavaliers. Les cavaliers. Donc on a une guerre civile entre, d'un côté, les forces parlementaires, de l'autre, les forces ou les partisans du roi. À l'issue de cette guerre civile, eh bien, c'est le roi, les cavaliers qui vont être défaits. Document 1, page 202. Ce document, vous le voyez, c'est le procès du roi, une gravure qui date de 1684. Alors, des gravures de cet acabit, entre guillemets, acabit c'est peut-être pas le mot le plus à même, mais des gravures qui représentent le procès du roi, comme son exécution, il y en a de très très nombreuses. Et on en retrouve partout en Europe. C'est-à-dire que ce qui se passe effectivement dans le trône britannique, ça va avoir une caisse de résonance qui dépasse largement les frontières du royaume. C'est-à-dire que la Manche n'est pas du tout un obstacle à la circulation de l'information ici. Et il y a une forme d'immortalisation que quelque chose d'important, de quelque chose d'inédit est quand même en train de se passer ici en Angleterre. Alors, donc le roi il est jugé, et puis normalement la suite de l'histoire vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder la diapositive numéro 4, qui est cette fois une peinture qu'on attribue à un néerlandais, John Wissop, alors qui a été réalisé aux alentours de 1649. On lui attribue à ce néerlandais parce que l'artiste il est à Londres à ce moment-là et ça ressemble à ses peintures. Il est possible que ça soit pas pour autant de lui. Est-ce qu'il peint quelque chose qu'il a vu? On n'en est pas sûr, qu'il était directement témoin de la scène. Par contre, on l'a dit, il y a de très nombreuses gravures qui représentent cet événement, et donc il est fort possible que l'artiste qui a peint qui a réalisé cette peinture, il se soit lui-même inspiré des nombreuses gravures qui font référence à cette exécution royale. Et c'est d'ailleurs, il y a des historiens de l'art qui ont travaillé sur la question, et c'est intéressant parce qu'ils se rendent compte que d'une gravure à l'autre, il y a des éléments redondants, il y a une forme de canon, de modèle, avec la femme qui s'évanouit, sur certains il y a un chien, il y a le vieillard, il y a le portrait de Fairfax, le bourreau, et donc il y a des éléments redondants chez ces différentes gravures qui montrent que les artistes se sont inspirés les uns des autres de ce qui a été fait, en rajoutant parfois une petite touche personnelle. Donc, qu'est-ce qui est représenté ici? Vous l'avez sous les yeux. Le roi, sa sentence, c'était la mort. Le roi, il est décapité en 1649. Donc le roi est coupable. Il est décapité en 1649. Et ça va déclencher la fin de la monarchie. Et le début d'une république, une république qui va être sous la coupe de Cromwell, de Oliver Cromwell. Bon, ça c'est ce qu'il faut noter. 1649, le roi est décapité, fin de la monarchie, début de la république sous la coupe de Cromwell. Revenons un petit peu sur cette peinture. On a 4 petites vignettes. Cette peinture ici, elle n'est pas en train de célébrer. C'est pas une peinture qui célèbre ce moment où on décapite le roi, contrairement à d'autres peintures qui seront utilisées plus tard pour la décapitation de Louis XVI. Là, on est vraiment dans une œuvre qui dénoncerait davantage l'exécution. Sur la première vignette à gauche, en haut à gauche, on a un roi qui est ici en posture digne. Et puis au milieu, on a le roi sur le billot qui a été décapité avec une foule et une certaine émotion qui transparaît dans la totalité de l'attitude des gens. En haut à droite, on a Fairfax, le bourreau qui est en train de tenir la tête du roi. D'une certaine façon, cette simple représentation du roi pourrait faire penser qu'ici on n'est pas du tout dans une œuvre qui fait l'apologie du roi, même si on est dans le modèle d'une certaine façon du double corps du roi, qui sous-entendrait qu'ici on a un roi qui est mort, mais
les traits avec lesquels on représente la tête du roi mort, c'est un peu comme s'il était encore vivant. Il est là, il a les yeux fermés, il est digne, il est placide, calme, plein de sang-froid d'une certaine façon. Si on regarde la quatrième vignette, enfin, donc on était 1, 2, 3 en haut, on passe en bas, en 4, la vignette du bas à gauche, en fait on a le roi qui est en train de se rendre ici à l'échafaud, et il est bien peint avec 2 chemises. Alors pourquoi ? Parce que le roi il est très couvert au moment où il s'y rend. Pourquoi ? Parce qu'il fait pas très chaud, et parce qu'il y a cette idée que le roi il ne veut pas trembler, et donc il veut pas trembler même à cause du froid, il veut être digne face à la mort, et donc il y a cette instrumentalisation ici aussi d'un roi qui va sur l'échafaud dignement, courageusement, avec calme, et qui par là se rachèterait des fautes qu'il aurait commises pour l'interprétation de certains, ou du moins pour montrer que c'est pas lui qui est en tort et qu'il y aurait des choses à se reprocher. Et puis enfin, sur la dernière vignette, on voit ici des gens en train de recueillir, après l'exécution, sur des mouchoirs, le sang du roi. Et là, on est un peu dans les pouvoirs surnaturels qu'on attribue aux souverains. Rappelez-vous des rois thaumaturges en France. Eh bien, on est sur cette idée que le sang royal, c'est pas un sang comme les autres. Et donc, en recueillir, c'est se rapprocher ici de cet esprit royal. Voilà, bon. J'ai beaucoup développé sur cette peinture, ça me semblait un petit peu important. Si on avait été en cours, ça aurait été un petit peu plus dynamique. Donc, début de la République, sous la coupe de Cromwell. Alors que la guerre, elle n'est pas totalement achevée. C'est-à-dire qu'il y a encore des partisans qui sont en train de se battre à droite à gauche, ça implique la participation des Écossais, de l'Irlande. Donc Cromwell, il va envahir et prendre le contrôle de l'Écosse et de l'Irlande. Voilà. Désormais, les îles britanniques vont commencer à être unies dans un même destin politique et étatique. On passe à la deuxième partie, petit 2, vers une glorieuse révolution. Et on mettra glorieuse révolution entre guillemets, c'est une expression. Bon, les tensions politiques entre le Parlement et l'armée, elles vont paradoxalement continuer. Et Cromwell, il va prendre parti pour l'armée et il va renvoyer le Parlement en 1653. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il y a une certaine instabilité malgré tout. Et puis petit à petit, Oliver Cromwell, c'est un puritain, enfin c'est un indépendant, mais qu'on pourrait affilié aux puritains d'une certaine façon. Et il a une vision très précise de la religion, très puritaine, on va dire, comme ça. Comme ça, je botte un petit peu en touche pour aller plus vite. Et il va prendre le titre, on va lui accorder du moins le titre de Lord Protector. Il est le Lord Protector, il est le protecteur, le Lord Protector. C'est un parlementaire, ne l'oublions pas l'origine. Alors, il règne comme un despote, on est d'une certaine façon dans une dictature. La dictature de Cromwell, la République de Cromwell, c'est une dictature. Donc, pas du tout le modèle auquel s'attendaient les parlementaires. Alors, à son décès, après son décès, qui a lieu en 1658, la monarchie va finalement être restaurée, et celui qui va être appelé au trône, c'est Charles II. Bon, pas la peine de le noter, mais il a voulu, Oliver Cromwell, promouvoir son fils au trône, au pouvoir après lui. Donc il y a Richard Cromwell qui essaye de prendre le pouvoir à la suite de la mort de son père, sans succès. Donc on a un nouveau roi qui va revenir à une restauration monarchique, ça il faut le noter. Et le nouveau roi, la diapositive 5 vous permet d'observer qui c'est, eh bien, c'est Charles II, le fils de son père, Charles Ier. Alors là, on a un tableau qui est attribué à Thomas Hawker, qui a été réalisé en 1680, qu'on peut voir à la National Portrait Gallery, comme le tableau attribué à John Wissop. Charles II, une fois qu'il est au pouvoir, il va augmenter progressivement
son autorité. Et il le fait alors que les députés des communes sont eux-mêmes en train de se diviser en deux camps. D'un côté, on a ceux qu'on va appeler les Tories, T-O-R-I-E-S, et de l'autre côté, on a les Whigs, W-H-I-G-S. Alors le mieux là, sur votre cahier, c'est de marquer Tories d'un côté, Whigs de l'autre, et puis de mettre des flèches pour montrer qui est qui, et de montrer qu'il y a bien une séparation entre les deux. Les Tories, ce sont les partisans du roi, alors que les Whigs, ce sont les défenseurs des droits du Parlement. Donc, au sein des députés des communes, on a une opposition avec des partisans ou pas du roi. Charles II, pas besoin de le noter, mais il faut le retenir. Enfin, il faut l'avoir dans un petit coin de sa tête d'une certaine façon, ou du moins l'avoir entendu. C'est qu'il tend petit à petit, lui, vers le catholicisme. Mais il ne va pas s'affirmer directement comme catholique, sauf que sur son lit de mort, il va recevoir les sacrements d'un bénédictin. Et là, on est dans une pratique catholique qui finalement laisse à penser qu'il était plus catholique qu'il n'était anglican. Celui qui prend la suite des opérations, et vous en avez une illustration dans la diapositive numéro 6, c'est son frère, le frère Jacques. Voilà, petite blague à 2 francs de Monsieur le Jeune. Ça vaut une pièce, n'est-ce pas? Donc, Jacques II va prendre le pouvoir, et lui, par contre, alors c'est un portrait de Godfrey Kneller de 1684, qu'on peut voir encore à la National Portrait Gallery. Donc, Jacques II, c'est un catholique affirmé, et c'est lui qui succède au trône. C'est le duc d'York, et en fait, auparavant, les députés avaient déjà essayé de l'écarter du pouvoir, ou de faire en sorte qu'on ne pourrait pas avoir sur le trône Jacques II, pour la raison qu'il est catholique. C'est la raison pour laquelle, pour eux, il ne peut pas devenir le souverain. Jacques II, il veut régner comme Louis XIV. Et il veut étendre le catholicisme. Alors, la conséquence, c'est que les Tories et les Whigs, les deux camps qui étaient auparavant divisés, là, ils s'entendent. Ils s'entendent sur une chose. On ne veut pas de ce roi-là, notamment parce qu'il est catholique. Alors, qu'est-ce qui montre qu'il veut étendre le catholicisme? Il va prononcer des lois d'indulgence à l'égard des catholiques, qui étaient persécutés, c'est peut-être un peu exagéré, mais ils avaient moins de droits que les autres, ils n'étaient pas bienvenus partout, et donc il y a plein de lois contre les catholiques qu'il s'arrange pour supprimer. Que se passe-t-il? Eh bien, le document 2 de la page 204 va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Ce qui se passe, c'est que ces parlementaires, ils vont aller chercher un autre candidat au trône, parce que celui qui est en place ne les satisfait pas. Et donc on a ici un jeu de cartes qui illustre la Révolution de 1688, et on a 4 de ces cartes qui représentent plusieurs des événements qui ont lieu. Et on voit quoi? On voit finalement des parlementaires qui vont aller chercher un prince hollandais pour le mettre sur la couronne. C'est ce qu'il faut noter. On va noter que le Parlement, il va solliciter l'aide de Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange, c'est le gendre du roi. En fait, il est marié à l'une de ses filles, à l'une des filles de Jacques II. Cette fille, c'est Marie. Un prince protestant qui est en Hollande. Et il va répondre à cet appel, Guillaume d'Orange. Il va revenir, et Jacques II, qui n'a pas réussi à constituer d'armée, va fuir en France. C'est ce qu'on appelle la glorieuse Révolution. Et elle date de 1688. Ça, c'est une date à noter en rouge, évidemment, dans votre cahier, comme la date à laquelle le roi perd sa tête. Et donc, on a un nouveau couple royal avec Guillaume III d'Orange et Marie II. Ça, c'était donc pour notre petit 2. On passe à la dernière partie. Troisième partie, une monarchie limitée. Une monarchie limitée. Bon, vous me direz, monsieur, on a déjà dit que les parlementaires voulaient revenir à une monarchie limitée. Oui, tout à fait, on y revient. En fait,
L'organisation politique du royaume, elle est liée à quelques chartes et aussi à des us et coutumes qui ne sont pas écrites, mais qui, depuis l'époque médiévale, et cette relation d'homme à homme, de vassalité dans le système féodal, se perdure. Dans ce système, on a un parlement, on l'a dit depuis la Grande Charte. Un parlement britannique qui est divisé en deux chambres. D'un côté, on a la chambre des communes, et de l'autre côté, on a la chambre des lords. La chambre des communes, elle contient des élus. Des élus qui sont les représentants des comtés, C-O-M-T-E accent aigu S, et des bourgs. Donc là, on a la chambre des communes, avec des élus. Alors, la façon dont ils sont élus, il faut la relativiser. On est loin des élections très démocratiques telles qu'elles s'opèrent aujourd'hui. Le document 3 de la page 201, par exemple, vous permet de relativiser en partie cette élection en s'intéressant ici sur la pression qui est exercée sur les électeurs. Attention, tout le monde ne vote pas. On est sur un suffrage censitaire. Il faut s'acquitter d'un certain impôt pour pouvoir être candidat d'abord, et puis pour être électeur tout court. Donc on a dit deux chambres, chambre des communes et chambre des lords. Alors pour être membre de la chambre des lords, c'est pas compliqué. On a les princes du royaume et les membres importants du clergé. Donc les membres, ils sont nommés par le roi, ou alors vous êtes présent à titre héréditaire. Votre père est un lord, donc vous êtes un lord. Donc il y en a, bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il y a déjà pas mal de détails dans ce cours. Donc on a un parlement britannique qui est constitué de deux chambres, et à ces deux chambres qui constituent le parlement britannique s'ajoute le roi. Et ça, c'est un principe, c'est le principe du King in Parliament. Le roi dans le parlement. Roi et parlement. Et ça, c'est un système de monarchie limitée. Monarchie limitée, c'est une définition à recopier dans vos cahiers à partir de vos manuels. Vous retrouvez cette définition à la page 200, et donc une monarchie limitée, c'est un régime politique dirigé par un monarque qui partage une partie de ses pouvoirs avec un parlement. C'est ça, une monarchie limitée. Et la monarchie limitée, c'est une particularité en Europe. On ne retrouve pas ça ailleurs en Europe. Ce que je vous demande maintenant, c'est de passer par un point de passage. On doit faire un zoom, nous, sur l'habeas corpus et le Bill of Rights. Voilà pourquoi je vous demande maintenant de travailler en autonomie au travers de deux questions, la question 1 et la question 4 de la page 204. À ces deux questions, je vous demande de rajouter quelque chose. C'est une présentation en amont des deux documents à partir desquels vous allez travailler. Il y en a trois. Il y a deux textes et une peinture. Allez-y. C'est parti. Là, vous mettez pause, vous faites le travail en autonomie et ensuite, on revient à l'audio capsule. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce travail en autonomie que vous venez d'accomplir? On peut ajouter qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a un tournant dans l'organisation de la vie politique et du pouvoir britannique, parce que les rois, ils vont être liés à deux textes de loi. Deux textes de loi qu'il va falloir inscrire en rouge ici, notamment la date à laquelle ils sont publiés. D'abord, le premier, il est écrit en 1679, c'est l'habeas corpus. Je ne reviens pas sur la façon de l'écrire, vous l'avez dans votre manuel. L'habeas corpus, il va fixer les règles d'emprisonnement et la fin de l'arbitraire. Donc 1679, on n'est pas encore sous Guillaume d'Orange ici, on est encore sous le règne de Jacques II. Et puis le second texte, c'est 1689, le Bill of Rights, en français la Déclaration des droits. Et là, pour aller vite, pour résumer, c'est un texte dans lequel sont écrits les droits individuels et collectifs. Et c'est aussi un texte qui fixe l'organisation du royaume, ou du moins la séparation des pouvoirs à l'intérieur du royaume. C'est un texte qui entérine d'une certaine façon ce qui était dans les usages et qui devient une règle
parce que c'est écrit dans un texte. La conséquence de ces deux textes, c'est que désormais, le roi ou la reine, la personne qui accède au trône britannique, eh bien, elle doit respecter, c'est une sorte de préalable, ces deux textes. C'est ceux qui justifient le droit, d'une certaine façon, d'accéder au trône. Le document 3 de la page 205 que vous avez étudié ici dans votre travail en autonomie, il revient justement là-dessus, ou du moins il illustre. Il illustre parce qu'on a les parlementaires qui sont en train de remettre la couronne au souverain, et le souverain, il reconnaît le Bill of Rights, quand Guillaume d'Orange, ici, et son épouse arrivent au pouvoir. Bon, pour conclure, on peut noter quoi ? Pour conclure, on peut noter que les révolutions anglaises, elles ont transformé la monarchie limitée en monarchie constitutionnelle. Monarchie constitutionnelle, je vous en donne une définition, vous ne l'avez pas ici dans votre manuel. Donc la monarchie constitutionnelle, il faut la comprendre comme une monarchie dans laquelle le roi doit se soumettre à une limitation et un partage de ses pouvoirs avec d'autres institutions, inscrits dans un ou plusieurs textes de référence. Voilà. On en a fini pour aujourd'hui. On a vu déjà pas mal de choses là. J'espère que vous avez tout bien saisi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé dans les îles britanniques, on va pouvoir s'intéresser justement à l'écho, au retentissement de ces événements, notamment parmi les intellectuels qui vont aller au Royaume-Uni, parfois pour s'y réfugier, parce qu'ils sont poursuivis en France. Voilà, on en est là de notre objectif suivant. Merci de votre attention et je vous dis au revoir.